Alors, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre VLIL. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct et que vous pouvez trouver toutes les informations sur vlil.com, que les rencontres sont disponibles en replay sur YouTube et en podcast. Alors, bonsoir, Caroline Couteau. Vous êtes directrice de la maison d'édition Zoé depuis 2011, qui est située à Genève, mais aussi présidente de Livres Suisse, une association d'éditeurs et libraires suisses romans depuis 2019. Mais votre parcours est encore plus riche que cela, et notamment avec un parcours de critique de danse contemporaine. Et alors là, c'est plutôt inédit, il me semble, dans le monde de l'édition. Racontez-nous ce parcours qui vous traverse depuis de nombreuses années. Oui, effectivement, j'ai pris un moment avant de même assumer cette première vie que j'ai eue, qui était liée à la danse contemporaine. Après mon bac, je suis allée à New York prendre des cours chez Merce Cunningham, dont j'avais vu plusieurs de ses chorégraphies au Théâtre de la Ville à Paris notamment. Et je dois dire qu'entre Merce Cunningham et Pina Bausch, je pense que c'est à 15 et 16 ans les émotions esthétiques les plus puissantes que j'avais jamais ressenties. Et, et je pense que c'est eux qui m'ont ouvert de certaine manière oui, à ce qu'une forme esthétique est capable de provoquer. Et puis ensuite, c'est finalement vers la littérature que je me suis tournée. Mais même si, en effet, j'ai été critique de danse contemporaine, j'ai programmé aussi un peu, ce qui m'a permis d'énormément voir de choses aussi à l'étranger. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression de tourner un peu en rond. Et à côté de ça, j'ai toujours été une énorme lectrice. Et j'avais l'impression qu'il y avait une richesse inépuisable du côté de la littérature, ce qui était moins évident du côté de la danse contemporaine. Alors, je sais que vous êtes plutôt discrète dans les médias, que vous préférez le travail de l'ombre avec notamment les auteurs. Alors, je suis d'autant plus ravi que vous ayez accepté cette invitation. Vous avez été lauréate récemment du prix de la Fondation Linards, ce qui est assez rare, une récompense pour les éditeurs. Comment vous vivez ce statut de référence dans l'édition suisse romande? Bon, alors ce prix, je dois reconnaître que quand j'ai reçu le courrier, j'ai cherché partout le nom de la personne que ça pouvait bien concerner. Et quand j'ai compris que c'était moi qui recevais ce prix, il m'a fallu quelques jours pour que ça me fasse plaisir. Voilà, je suis protestante de culture, c'est possible que ça joue un rôle. Voilà, j'ai pensé que c'était aux auteurs de recevoir des prix, même s'ils en reçoivent beaucoup, hein, et Dieu merci, voilà, les auteurs aux éditions Zoé reçoivent des prix souvent. Et puis voilà, finalement, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que je suppose que tous les éditeurs que vous avez entendus depuis, je ne sais pas depuis combien de temps BB existe, Quasiment un an et demi, depuis 18 un an et ans. demi, vous avez pu entendre des bêtes de travail, quoi. Enfin, Des on est, passionnés. on est des passionnés et on est des gros bosseurs. Et c'est vrai que une des choses qu'il faut, là où j'ai un peu de marge de progression, c'est la communication. Et c'est évident qu'il faut pas forcément avoir une grande gueule, mais enfin être beaucoup dans la promotion, parler des livres. J'ai l'impression que c'est un métier où on est tout le temps entre quelque chose de l'ordre du silence, mais comme vous, enfin, comme le lecteur, quand il lit, il est seul et il est dans le silence. Mais une fois qu'un livre est sorti, une fois qu'on a pu lire plusieurs versions du texte et travailler avec l'auteur, eh ben, il s'agit de faire du bruit autour de ce texte. Et on doit tout le temps un peu faire le grand écart entre le grand silence et beaucoup de bruit, mais un bruit pertinent et un bruit juste, si possible, qui soit en relation avec le livre qu'on est en train de défendre. Est-ce que vous regrettez cette situation où le livre est peut-être en train de devenir un bien peut-être un petit peu moins culturel, mais davantage commercial? Est-ce que c'est quelque chose qui vous chiffonne, entre guillemets? C'est-à-dire que je pense que le livre peut être, enfin,
il y a plusieurs types de livres, plusieurs types de catalogues, plusieurs types de maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui sont plus commerciales que proprement, on va dire, culturelles, littéraires, où il s'agit de raconter une histoire, de tourner des pages vite et d'être distrait de soi. Et puis, vous avez des maisons d'édition, et Zoé, j'espère, en fait partie, qui privilégient une écriture, qui privilégie voilà, la littérature, qui dépasse, si vous voulez, le plaisir qu'on oublie tout de suite, mais qui essaye de procurer un plaisir, disons, très profond, très durable, grâce à une forme esthétique en lien avec une voix, une écriture, une musique. Et cette musique, eh ben, il faut qu'elle soit propre à l'auteur, pas que ce soit une musique qui soit la même parce que tous les, je sais pas, les auteurs appris, même si je trouve qu'il y a régulièrement des excellents livres qui reçoivent des prix, et puis il y a aussi des très bons livres qui sont des page-turners, hein. Ce n'est pas forcément contradictoire. Moi, je joue le jeu, hein. J'essaye de défendre mes livres aussi pendant la rentrée. J'essaye, et parfois ça arrive que les livres que je publie figurent dans les listes, dans les sélections de grands prix. Je le dois à mes auteurs aussi, de faire le maximum pour qu'un maximum de lecteurs les lisent. Donc oui, il y a en particulier d'ailleurs, c'est depuis fin août, il y a une espèce d'hystérie de l'événementiel suite à la paralysie qu'a provoqué le Covid. Et je pense que depuis le 15 août, je n'ai pas eu un jour de vacances. Tous les week-ends sont pris par les festivals, que ce soit Namur, que ce soit Besançon, que ce soit Nancy, que ce soit Manosque le week-end dernier. C'est très joyeux, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Voilà. Oui, en effet, on la sent en effet de notre côté aussi en tant que lecteur, où les soirées dans les librairies notamment sont pléthores. Alors, on va peut-être revenir en arrière sur la naissance de cette maison d'édition qui a été créée par quatre femmes, dont Marlise Pietri, qui vous a passé ce fameux relais en 2011. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette maison s'est créée, qui a de nombreuses années et qui a un parcours plutôt surprenant également? Alors, les éditions Zoé ont été créées en 1975, pardon. Je dis 75 parce que nous sommes à Genève. Elles sont, en fait, au départ, c'était Marlise Pietri et un homme, Xavier Comtesse, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une très petite année. L'enjeu et la première intention de cette maison d'édition, c'était de créer un atelier du livre. D'une part, c'est-à-dire que l'imprimerie, la mise en page, le travail éditorial, la promotion, tout était sous le même toit. Donc, il faut vous imaginer dans un garage une grande machine à imprimer, quand même offset, et des gens qui jamais n'ont ni imprimé, ni mis en page, hein, avec le plomb. À l'époque, 75, c'était encore le plomb. Et d'autre part, l'idée était qu'il fallait à tout prix ne pas recréer une entreprise qui obéisse à la hiérarchie. Tout le monde décidait tout. Alors, ça n'a pas très bien convenu à l'homme en question, donc il est parti et Marlise Pietri a été rejointe par 3 autres femmes. Et elles ont, pendant 8 ans, travaillé sous cette forme où chacune avait un projet, le défendait, les 3 autres étaient d'accord, et puis elles le menaient d'un bout à l'autre, depuis le manuscrit jusqu'au moment où le livre, le manuscrit était devenu un livre et qu'il fallait le défendre en librairie. Au départ, c'était plus politique que littéraire. Il y avait beaucoup de récits, c'est vraiment une maison d'édition à la fois dans sa forme et dans le fond, qui était assez politisé à gauche, voire même à l'extrême gauche. On a au départ notamment, elles ont traduit de l'allemand un journaliste historien qui s'appelait Nicolas Mayenberg,
qui était un peu le punk, si vous voulez, de la Suisse de l'époque, qui ruait dans les brancards, qui remettait énormément en question l'establishment suisse. Et il a eu d'ailleurs énormément de problèmes. Sa fin a été assez triste. Il s'est suicidé assez jeune. Enfin bref, ces 4 femmes ont traduit ces reportages qui étaient déjà un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la narrative non-fiction, ce que font les éditions du Sous-sol, par exemple. Oui, ben là, on réédite en novembre un livre qui raconte l'histoire de Maurice Bavaud qui a voulu tuer Hitler. C'est un jeune Neuchâtelois qui avait 20 ans et qui, un beau jour, quitte la Suisse avec un revolver dans sa poche pour faire d'abord un peu une reconnaissance de terrain dans l'idée tout à fait déterminée de tuer Hitler. Et puis, il s'est fait prendre de manière complètement idiote d'ailleurs. Il a passé 2 ans dans les prisons nazies et il a été condamné à mort, sans que la Suisse ne lève le petit doigt pour essayer de sauver son ressortissant. Meyerberg, dans les années 70, va en Allemagne. C'est les années de la bande à Bader, et il fait une enquête sur ce Maurice Bavaud. Donc, on a dans ce livre, premièrement, extrêmement bien écrit. C'est pour ça que je le réédite. S'il n'y avait pas une écriture, j'aurais pas eu envie de le rééditer. Mais avec une vigueur, un muscle absolument étonnant. Moi, j'ai été extrêmement surprise de la qualité de sa langue. Et il raconte comment, dans l'Allemagne des années 70, il fait un reportage sur la vie de cet homme qui, dans les années 30, à 20 ans, dans les mêmes lieux, cherche à trouver une manière de se trouver face à face avec Hitler pour lui tirer dessus. Ça paraît d'une naïveté confondante, mais c'était encore imaginable. C'était encore l'époque où c'était dans les années 34, donc il n'était pas encore bardé de gens autour de lui et il prenait beaucoup de bains de foule. Bon, voilà, donc elle publiait, par exemple, Nicolas Meyerberg. Elles ont publié aussi Madeleine Lamouille. C'est un livre qui s'appelle Pipe de terre, pipe de porcelaine. C'est le récit d'une femme de chambre qui raconte pendant à peu près une vingtaine d'années, entre 1920 et 1940, son travail dans 2 maisons bourgeoises, l'une très bourgeoise, l'autre très aristocratique, l'une près de Fribourg et l'autre près de Genève. Et voilà, une femme de chambre, elle sait tout. Elle connaît tout de l'intimité des gens pour qui elle travaille. Donc, d'une part, elle raconte les gens chez qui elle raconte, elle, son travail et les rapports qu'il y avait entre maître et serviteur qui sont, comme on peut imaginer, enfin, qui sont invraisemblables, complètement invraisemblables. Et en même temps, et c'est pour ça que c'est intéressant et assez subtile, elle n'est pas que dans la condamnation ou la revendication, parce qu'il y a aussi un attachement, il y a aussi une affection qui se crée, pas toujours, avec certains des gens pour qui elle a travaillé. Et c'est aussi un livre qu'on a réédité l'année dernière, Pipe de terre, pipe de porcelaine. Mais voilà, au bout d'un moment, la maison s'est un peu modifiée. En 1984, les 3 femmes qui entouraient Marlise Pietri sont parties et elle s'est retrouvée toute seule à bord. Peu à peu, la maison est devenue plus littéraire, donc moins de récits, plus de romans, plus de fiction, passablement de récits de voyage. Vous savez, en Suisse, en particulier en Suisse romande, on a beaucoup d'écrivains voyageurs, de très grands écrivains voyageurs. Le premier écrivain voyageur étant Nicolas Bouvier. Et je pense que d'ailleurs, si nous avons autant d'écrivains voyageurs, c'est parce que la Suisse est si petite et si encerclée. Il faut qu'on bouge, il faut pour voir le monde, le comprendre, le sentir et savoir qui on est, il faut sortir, il faut voyager, sinon on devient fou. En tout cas, quand on a une sensibilité d'écrivain. Donc voilà, Nicolas Bouvier entre dans la maison. Nicolas Bouvier, c'était un auteur extrêmement infidèle. Il n'avait pas du tout l'idée que
on a un éditeur une bonne fois pour toutes et on fait son chemin d'écrivain aux côtés de cet éditeur. Bon, il y a une raison assez valable à cela, c'est que l'usage du monde, qui est son œuvre principale, en tout cas la plus connue, eh bien, il l'a édité, figurez-vous, à compte d'auteur. Il a envoyé ce livre chez plusieurs éditeurs. Ça a failli se faire chez Vuillard, finalement pas. Enfin, il y a eu toutes sortes d'incidents. C'est très rocambolesque. Toujours est-il qu'il a finalement publié son livre aux éditions Drault, qui est une maison d'érudition basée à Genève, mais à compte d'auteur. Donc, je suppose que c'est un peu pour ça qu'il ne s'est jamais attaché à un éditeur. Il n'empêche, on a plusieurs textes, notamment son seul et unique recueil de poèmes, Le dehors et le dedans, qui, selon certains spécialistes de Bouvier, constitue un peu le cœur de l'ensemble de l'œuvre. En fait, c'est assez étonnant parce que ce recueil de poèmes, qui rassemble à la fois des poèmes qu'il a pu écrire pendant ses voyages et d'autres, c'est le dehors, et puis le dedans, c'est ce qu'il a écrit depuis chez lui. Il n'a cessé, ce petit recueil de poèmes, de le retravailler. Donc, il y a eu 5 ou 6 éditions différentes, et à chaque édition, il a enlevé des poèmes, il en a rajouté, il les a retravaillés, ceux qu'il laissait. Et c'est vrai que si on les lit beaucoup et avec une grande attention, on retrouve un peu toutes les angoisses, toutes les questions, tout le moteur finalement de cette œuvre très tourmentée de Nicolas Bouvier. Il a une écriture extrêmement précise, extrêmement soignée, extrêmement fine, et puis en même temps, c'est un immense inquiet, c'est un très très grand neurasthénique, ce Nicolas Bouvier, et c'est quelqu'un qui savait observer, qui savait se mettre en retrait pour regarder les autres, pour regarder le monde. Voilà. Et, mais alors ça, il faut que je vous parle aussi à propos de Nicolas Bouvier. Ça, c'est mon préféré. Je devrais vous faire des partages d'écran, mais en même temps, comme ça, vous voyez l'épaisseur de ce livre. La correspondance des gouttes croisées, c'est la correspondance entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Thierry Vernet, c'est son compagnon, son copain, celui avec lequel il a fait le premier très grand voyage raconté par l'usage du monde. Et si vous avez vu les éditions originales de l'usage du monde, vous connaissez les dessins de Thierry Vernet, qui sont, puisque lui dessinait. Et cette correspondance, elle commence quand Vernet a 16 ans et quand Bouvier en a 18. Et ils sont sur les bancs du collège Calvin, c'est-à-dire c'est le lycée de Genève où on faisait son bac à cette époque-là. Et il commence à réfléchir à un voyage. Et au fond, cette correspondance, ce sont les coulisses de l'usage du monde. Quand ils ne sont pas ensemble, ils s'écrivent. Ils peuvent même s'écrire tous les jours. Et c'est extrêmement intéressant de voir en fait les dessous de ce grand, grand voyage. Donc, la maison se fait plus littéraire avec l'arrivée de Nicolas Bouvier, avec l'arrivée aussi d'un auteur comme Jean-Marc Levet, qui était d'abord chez Gallimard, ensuite Vertical, et puis finalement aux éditions Zoé, un auteur difficile, d'une originalité extrême, qui vit aujourd'hui avec 500 € et qui voit personne. C'est un vrai ermite. Et c'est un univers de mots. Un univers de mots. Il faut laisser tomber la rationalité pour entrer dans cet univers qui est absolument fascinant, foisonnant, et qui parle sans en avoir l'air du monde contemporain, avec une vista extraordinaire. Et une autre auteure importante qui est arrivée dans les années 80 aussi aux éditions, c'est Catherine Safonoff, qui continue d'écrire. C'est une auteure qui a à peu près 8 à 9 titres à son actif. Donc, c'est quelqu'un qui écrit, qui ne crache pas
tous les 18 mois un nouveau livre. Elle écrit tous les 5-6 ans un nouveau texte. On en sort un d'ailleurs, on vient d'en sortir un à la rentrée. C'est avec elle que j'étais à Manosque. Elle rencontrait Déborah Lévy, pour ceux qui ont lu Déborah Lévy. Ah ben voilà, c'est ça, je vois que Anthony le montre. C'est une auteure qui, comme Annie Ernaux, fait de sa propre vie le matériau de sa littérature. Elle va aussi loin et avec autant de courage et de pugnacité dans les zones d'ombre pour parler d'elle. Et voilà, plus elle va loin, plus elle est précise, plus l'auteur a l'impression qu'elle parle de plus le lecteur a l'impression qu'elle parle de lui. Elle parle de la difficulté à trouver la bonne distance avec les proches, avec le père, avec la mère, avec les hommes qu'on aime. Comment est-ce que, quand on est trop près, pourquoi quand on est trop près, c'est difficile, quand on est trop loin, ça ne va pas non plus. Cette espèce de distance magique qu'il faut chaque jour trouver à nouveau. La différence avec Annie Ernaux, c'est qu'elle est très drôle. Elle est mordante, elle a une ironie sur elle-même absolument incroyable. Et elle a une écriture assez rapide, très classique. Et bon, voilà, moi je suis une grande admiratrice, une grande fan de Catherine Safonov. Et je suis contente parce qu'on commence de la découvrir un peu, puisqu'elle était, elle a donné la réplique à Déborah Lévy à Manosque. Et c'était drôle et c'était émouvant parce que toutes les deux, même si c'est de manière différente, sont des femmes qui réfléchissent à comment une femme, en tout cas dans la dernière partie du XXe siècle, quand elle est mère, quand elle est épouse, comment elle fait pour rester libre et pour écrire. Voilà, c'est un peu les questions que partagent ces auteurs féminines. Un autre auteur qu'on traduit de l'allemand et pour lequel on est un peu connu, c'est Robert Walser. C'est un auteur qui, lui, mêle avec une agilité complètement déconcertante. C'est presque de la magie, cette façon de faire. Il arrive dans la même phrase à être solaire, scintillant, léger, drôle et terriblement sombre et noir. Dans une même phrase, c'est pas qu'il y a une partie de la phrase scintillante puis l'autre partie noire, c'est que avec les mêmes mots, il dit les deux choses. Et le Robert Walser contemporain, que nous traduisons aussi, c'est Matthias Tschocke, qui est un Suisse de Berlin, qui vit à Berlin depuis à peu près 30 ans. Il a reçu le prix Féminin étranger en 2009 avec Maurice Alapoule. Et lui aussi, c'est un homme qui observe le monde avec une espèce de recul amusé, catastrophé. Il est atrabilaire. Là, on sort en octobre un livre qui s'appelle Le Gros Poète, qui est un double de lui et qui est complètement à côté de la plaque. Il fait tout faux. Il est à Berlin au moment de la chute du mur, entre 1989 et les années 90. Il est le meilleur observateur qu'on puisse imaginer pour raconter cette nouvelle ville qu'on est en train de fabriquer, des chantiers partout, une espèce de cicatrice entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui n'arrive pas à se fermer. Et il veut écrire un grand roman qui raconte ça. Mais il en est incapable. Et il préfère de loin rester dans son bureau et être de mauvaise humeur. Et c'est ça qu'il raconte. Et c'est très, très drôle, tout en étant très, très grave. Et voilà, ça c'est Matthias Tschocke. Voilà, ça m'amène très gentiment à mon arrivée. Moi, je suis arrivée en 2008 aux éditions Zoé et j'ai repris la direction. Enfin, Marlise Pietri m'a
voilà, m'a demandé de reprendre cette maison en 2011. Et bon, moi, j'étais assez impressionnée par tout ça. J'ai fait des études de lettres, mais à Genève, où j'ai fait mes études de français, figurez-vous que c'est plus le cas maintenant, heureusement, mais à l'époque où j'ai fait ce master, on n'étudiait pas la littérature écrite en Suisse romande. Donc, je n'ai étudié que la littérature française. On est dans cette petite partie du pays, c'est-à-dire la partie francophone, mais en particulier à Genève, on a vraiment un complexe d'infériorité où tout ce qui se fait ici est moins intéressant que ce qui se fait à Paris et en France en général. Est-ce que vous sentez cette condescendance, justement? Est-ce que c'est un atout ou plutôt un inconvénient d'être en Suisse par rapport au marché du livre français, notamment? C'est évidemment les deux, hein, mais cela dit, je pense que ça change beaucoup. Je trouve qu'en 10 ans, j'ai ressenti... Alors, il y a toujours eu des gens en France qui connaissaient la littérature romande et qui la défendaient bien, mais c'est vrai qu'ils étaient rares et j'ai l'impression qu'ils le sont de moins en moins, mais vraiment de moins en moins. Il me semble qu'en France, il y a une curiosité désormais pour les littératures francophones. Alors, ça a commencé avec la littérature francophone africaine, mais ensuite, en tout cas, moi, je vais beaucoup voir les libraires et je suis bien reçue avec curiosité, avec ouverture. Bon, cela dit, on traduit aussi de l'anglais, hein, on ne fait pas que de la littérature suisse. Et au contraire, ils sont contents de... Si vous voulez, peut-être qu'on peut assimiler les écrivains de Suisse française à des écrivains de province chez vous. La particularité, c'est qu'on n'est pas de Paris et qu'on est dans les marges. Et être dans les marges, ça donne une liberté aussi. C'est aussi fécond de ne pas être dans la capitale parce qu'on est peut-être moins... inquiet d'être à la mode, de faire ce qu'on attend de nous. Donc, on a une forme de liberté. La marginalité, ça donne vraiment une liberté, il me semble. Mais je suis inconvaincu. Vous êtes inconvaincu? Ouais. Vous ne vivez pas à Paris? Non, et non, évidemment. Évidemment. Je suis plus proche de vous, j'habite à Nice. Donc, en effet, la marginalité, je connais parfaitement. Je pense que la marginalité désormais, du moins, elle est plus vécue en fonction du passeport, mais en fonction de l'éloignement par rapport à la capitale. Cela dit, c'est un inconvénient aussi par rapport à ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire cette espèce de nécessité à être dans le réseau, à rencontrer les gens, à parler de nos livres nuit et jour aux bonnes personnes susceptibles d'être un relais pour en parler à de nombreux autres. Mais voilà, moi je vais à Paris une fois par mois, à peu près 3 jours par mois. J'y vais une fois par mois et je reste 3 jours. Et ça va très bien comme ça. Et je trouve que c'est une ville magnifique et que j'ai la chance de la voir avec un léger recul, un peu étrangère, mais pas étrangère non plus. Voilà. Alors, on s'est éloigné du sujet initial, notamment de votre arrivée. On vous sent extrêmement passionné et on adore ça puisque j'avais aussi une question par rapport aux livres de fond, ces livres qui sont un peu oubliés, qui sont parfois très peu présents en librairie parce qu'il faut que les nouveautés vivent. Et ça, je pense que vous y attachez aussi une importance à ces livres qui sont dans le fond de votre catalogue. Euh, Tout en revenant sur votre parcours, est-ce qu'on pourrait aborder 2 ou 3 livres du fond qui continuent de marcher, qui continuent d'être visibles? Et je pense notamment à L'Analphabète d'Agatha Christophe. Oui, merci de mentionner ce livre qui effectivement est très important. Non seulement parce qu'effectivement, il continue de marcher, on le vend bien, on le vend même de mieux en mieux. Et je pense qu'on le vend de mieux en mieux parce qu'il a une actualité. Agatha Christophe est hongroise et elle raconte
dans L'Analphabète, qui est le livre dont on est en train de parler, qui est là. Elle raconte comment, en 1956, elle a 20 ans, 19 ans, elle fuit la Hongrie clandestinement par la forêt. Elle a un bébé contre son ventre, un sac de Pampers à droite, un sac de dictionnaire à gauche, et son mari, ça ne le raconte pas trop, mais il y a quand même son mari avec elle. Et elle traverse l'Autriche et elle arrive en Suisse, alors que, bon, d'abord elle arrive en Suisse allemande et ensuite elle arrive en Suisse romande. Elle connaît non, elle passe aussi par le Tessin. Donc elle ne sait pas l'italien, elle ne sait pas l'allemand, elle ne sait pas le français. Elle ne sait pas le lire, elle ne peut pas le parler, elle ne peut pas comprendre. Et elle se sent analphabète, d'autant plus analphabète que c'est une petite fille. Elle a, dès l'âge de 3 ans, développé un rapport à la langue écrite absolument exceptionnel. Elle savait lire à 3 ans, elle écrivait des petites histoires déjà vers 4-5 ans. Elle vient d'une famille très très pauvre. Pour gagner un petit peu d'argent, elle écrit des pièces de théâtre qu'elle joue à l'école et elle fait entrer. Il faut payer 50 centimes pour aller écouter la pièce. Elle a un rapport. Elle écrit elle écrit des poèmes aussi. Elle écrit beaucoup de petites histoires. Et quand elle arrive en Suisse, il n'y a plus tout ça. Elle peut plus. C'est anéanti. Et elle raconte comment elle se sent non seulement étrangère, mais elle se sent plus personne. Et elle le raconte en français. L'œuvre d'Agota Christophe, c'est en français, alors même que le français est très vite devenu, elle le dit dans l'Analphabète, une langue ennemie, parce que c'est le français qui éloigne sa langue chérie, sa langue aimée, sa langue hongroise. Et il y a une espèce de conflit entre ces deux langues qui ne se résout pas, même si elle décide d'écrire en français. Et le fait d'adopter cette langue d'écriture pour son écriture va aussi supposer que la langue qu'elle écrit est d'une simplicité contrainte, si vous voulez. Elle fait ce qu'elle peut. Alors, elle a beaucoup de dictionnaires sur sa table et ses phrases sont très courtes et son écriture est d'une sobriété, d'une simplicité inversement proportionnelle à l'émotion qu'elle provoque. C'est extrêmement simple et terriblement bouleversant. Je peux vous raconter, c'est une petite anecdote. J'ai une amie à Paris qui s'occupe beaucoup d'Afghans, Pascal Kramer, que vous connaissez peut-être, c'est une très bonne auteure chez Flammarion. Et un jour, je suis chez elle et l'Afghan qui habite chez elle depuis quelques mois raconte qu'il est en train d'essayer d'apprendre le français, combien c'est difficile et comment c'est cette vie tellement compliquée où on cherche du travail, on cherche un toit, on cherche un permis, enfin tout est compliqué. Et je lui raconte l'Analphabète et je lui dis peut-être que tu pourras lire ce livre. Tu as peut-être le niveau qui te permet le niveau en français qui te permet de lire ce bouquin. Et le mois suivant, je suis de nouveau chez Pascal et il me dit Caroline, j'ai lu l'Analphabète, c'est mon premier livre en français et c'est un livre qui parle de moi. Et voilà, là, ce genre d'histoire, enfin, ce genre de retour, c'est tellement nourrissant. On se dit que ce boulot qu'on fait, ça vaut la peine. Et effectivement, il s'en est emparé de ce livre et il le donne parce qu'il y a une communauté afghane qui est assez riche, assez vivante, assez structurée aussi. Et voilà, l'Analphabète est devenu, pas seulement, mais enfin notamment un livre lu par les Afghans de Paris. Et je pense que la question de l'exil, qui est de plus en plus brûlante et qui va probablement être là une des questions du XXIe siècle, une des problématiques du XXIe siècle, fait que ce texte-là est évidemment
complètement d'actualité. Et la simplicité avec laquelle Agatha Christophe raconte les choses fait que ça résonne beaucoup auprès de beaucoup de sortes d'exilés très, très différents. Voilà, pour un des livres du fond. Sinon, ben oui, je vous ai parlé de Nicolas Bouvier. Et peut-être de Richard Wagamez? Alors, je peux vous parler de Richard Wagamez, effectivement. Donc, on a un domaine anglais où on traduit de l'anglais, un anglais un peu spécial, puisque ce sont des auteurs du Commonwealth. Donc, des auteurs qui ont tous en commun d'avoir été, à un moment ou à un autre, colonisés par une grande puissance. Les Américains, les Britanniques essentiellement, mais pas seulement. Et Richard Wagamez, eh bien, c'est un natif indien. On a énormément parlé ces derniers temps parce qu'on a découvert, le Canada s'est enfin excusé de la manière dont les Indiens ont été traités, en particulier les enfants des Indiens, hein, comme on a cherché à les christianiser, à les désindianiser en les empêchant de manger, de chanter, de parler comme ils l'ont appris avec leurs parents et grands-parents, en les installant, en les kidnappant dans des pensionnats, des orphelinats chrétiens. Et c'est le cas des parents de Richard Wagamez. Pas de Richard Wagamez, mais de ses parents, qui du coup ont été complètement acculturés et ont souffert, comme à peu près 90% de ces gens, d'alcoolisme, parce que tout ce qu'ils savaient faire, ils ne pouvaient plus le faire. Ce sont des gens qui vivaient dans la nature, qui pêchaient et qui avaient un savoir-faire absolument extraordinaire, mais qui n'ont plus pu faire. Donc, désœuvrés, désemparés, ils se mettent à boire. Et lui-même a un parcours un peu comme ça. On a découvert en 2016 cet auteur et le premier livre qu'on a traduit de lui, Les étoiles s'éteignent à l'aube, raconte l'histoire. Je me les mélange un peu. On en a fait 3. Voilà, je sais. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui vit avec un paysan, un fermier blanc. Son père habite pas loin, c'est un alcoolique qui un jour lui dit « Écoute, je vais mourir dans quelques jours et j'aimerais que tu m'accompagnes dans les montagnes. Je veux mourir face à la montagne. » Et c'est l'histoire de ce voyage de quelques jours où le père raconte sa vie à son fils, où enfin le père et le fils se rencontrent, et comment est-ce que le fils, peu à peu, qui n'avait aucun lien et qui avait honte de ce père, comprend enfin la raison pour laquelle son père est devenu un espèce voilà, un pauvre homme, quoi, un pauvre homme qui vit quasiment dans la rue et qui maltraite les gens, mais se fait aussi, bien entendu, très maltraiter. Et c'est l'histoire de ces Indiens qui est racontée dans Les étoiles s'éteignent à l'aube, mais tout ça dans un décor de nature sauvage. Ils campent la nuit, ils pêchent à la ligne, ils rencontrent un ours, enfin, c'est très aventureux. Et on a cette espèce de nature consolatrice qui permet la résilience. C'est une nature qui peut aussi être dangereuse, hein, mais qui permet au jeune garçon de se confronter lui-même et de trouver une force pour supporter et pour vivre cette histoire qui, pour autant, est très belle parce que c'est aussi une réconciliation, l'histoire d'une réconciliation entre un père et son fils. Et c'est vrai, vous avez raison de mentionner Les étoiles s'éteignent à l'aube. On a eu un gros succès de librairie avec ce livre en 2016. 2016, c'était une belle année, hein. On a aussi publié Le garçon sauvage de Paolo Cognetti, que personne ne connaissait en France, qui n'est pas une fiction, qui est un récit et qui raconte l'histoire de Paolo Cognetti, en fait, hein, c'est-à-dire un Milanais qui en a marre de sa vie citadine, qui va s'installer dans une baïta, c'est-à-dire une maison, une sorte de cabane en pierre
dans le Val d'Ost et qui apprend, qui essaye de vivre seul, comme de ne pas avoir peur du noir et de ne pas avoir peur de lui-même pendant 4 mois. Et il ne se passe rien et c'est passionnant. Il est tout le temps en train de faire des choses. Il essaye de faire un potager, ça ne marche pas. Il essaye de faire une carte topographique des lieux. Il parle avec les paysans. Il y a beaucoup de petites actions. C'est un quotidien qu'il arrive à rendre très passionnant. Et ça, c'était aussi un très gros succès de librairie. Et puis ensuite, il est parti chez Stock avec ses 8 montagnes. Et voilà, ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est un crève-cœur d'éditeur. Ça. Et puis en 2016, il y a eu aussi une belle aventure en langue française, cette fois, avec la jeune Elisa Chua du Sapin. Elle avait 25 ans et elle écrivait son premier roman, Hiver à Sokcho. Ça se passe en Corée du Sud, mais juste à la frontière avec la Corée du Nord. Et c'est une jeune fille un peu perdue qui travaille dans une pension dans laquelle arrive un dessinateur de bande dessinée normand, qui vient de Normandie. Et elle a appris le français et elle n'ose pas lui parler en français parce qu'elle a honte de ne pas le faire assez bien. Mais enfin, elle a lu Maupassant et il y a quelque chose qui se passe entre ce garçon et cette jeune fille qui est coréenne. Et on a vraiment tous les thèmes qu'Elisa du Sapin continue, qui font son écriture, c'est-à-dire la question de la communication. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se dire les choses plus simplement? Comment ça se fait qu'on peine tant à se dire les choses importantes? Et elle a un art du silence, cette Elisa du Sapin, qui arrive à faire entendre des choses qu'elle n'écrit pas. Elle arrive aussi, et ça c'est assez asiatique, il me semble, on trouve beaucoup ça dans cette littérature, il y a une immense douceur dans son œuvre, alors que ce que ça raconte peut être extrêmement violent. Et voilà, donc Hiver à Sokcho, c'est une espèce de rencontre amoureuse qui n'a pas lieu et qui parle aussi beaucoup du corps, qui parle de la cuisine, des thématiques qu'on retrouve souvent chez Elisa du Sapin. Et c'est vrai que, pour revenir à mon arrivée en 2011, j'aurais pu être un peu écrasée par l'histoire de ce catalogue. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que, un peu en même temps que mon arrivée, est arrivée une génération de très jeunes écrivains, un peu, même pas un peu, tout à fait différents des auteurs de la maison et en général des auteurs romans, en cela qu'ils n'avaient plus aucun problème avec ce que je pourrais appeler leur suissitude. Un écrivain suisse romand de mon âge, c'est compliqué pour lui d'être suisse. C'est compliqué de ne pas être français. C'est même quelque chose qui est thématisé assez souvent dans les livres, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs. Et ces jeunes de 25 qui maintenant n'ont plus 25 ans, ils ont plutôt dans les 32, 33 ans, ce n'est pas du tout une question. Ils sont de là où ils sont nés, ils ont un environnement qui est celui de la Suisse romande, où il y a des lacs, il y a des montagnes, tout est très ramassé, mais il y a aussi une mobilité absolument incroyable. Et puis aujourd'hui, vous prenez EasyJet et vous allez au bout du monde pour quelques poignées d'euros. Vous avez Internet. Il y a plus, me semble-t-il, pardon, il n'y a plus cet enfermement et cette spécificité de la littérature suisse romande. On a souvent dit que la Suisse romande, c'était la nature, c'était l'intériorité,
c'était absolument la vérité, mais franchement, aujourd'hui, je ne vois vraiment pas en quoi c'est spécifique à la Suisse. C'est quelque chose qui est tout aussi présent dans une littérature française, italienne, etc. Donc voilà, ces jeunes, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu Max Lob aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient du Cameroun, qui est arrivé en Suisse maintenant il y a un petit peu plus de 10 ans et qui a une écriture extrêmement inventive, très joyeuse, très jouissive. Il est capable de parler de tyrannie tout en riant. On appelle le pleurer-rire, hein, cette manière assez africaine de parler de choses dramatiques avec humour. Il y a au fond beaucoup d'auteurs qui rassemblent plusieurs nationalités. Ça, c'est, je pense, une des particularités de cette nouvelle génération. Bruno Pellegrino, un père italien et une mère suisse. Elisa Dussapin, un père français, une mère coréenne, elle vit en Suisse. Gabriella Zalapi est italienne, anglaise et suisse. Et je crois que je suis, pour ma part, en tout cas, très sensible aux auteurs qui ont plusieurs langues et plusieurs cultures. Tout comme d'ailleurs ces auteurs de l'anglais qu'on traduit. Hein. Quand on vient d'un pays du Commonwealth, on a deux cultures. On a la culture du pays qui est venu coloniser et la culture d'origine du pays. On a, en français, par exemple, Max Lob, il a le bassa, qui est un dialecte du Cameroun, et puis il a le français. Elisa Dussapin, elle a l'allemand, le coréen et le français. Et ça, à la fois les deux ou les trois langues se frottent un peu les unes contre les autres, ça fait des étincelles et ça crée des nouvelles manies. Les expressions d'une certaine langue vont être transformées dans une autre langue et ça va enrichir, ça va oxygéner le français. Et c'est la même chose pour les cultures, évidemment. Hein. Si vous avez une culture, par exemple, très protestante avec une culture italienne, ça va donner quelque chose d'intéressant. Aurélien voulait intervenir sur Max Lob peut-être et Elisa Chua du Sapin. Aurélien, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute, Aurélien. Écrivain que j'ai. Ok, ça n'a pas l'air de marcher. On va passer la parole à Annie Rose et on reviendra vers toi après. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais revenir justement sur Elisa Chua du Sapin, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre avec cette autrice et peut-être nous dévoiler s'il y a un prochain roman à venir? Et nous parler aussi, il me semble, d'une adaptation cinématographique qui pourrait voir le jour. Oui, je suis très bien informé. Très, très bien informé. Oui, alors Elisa, elle a fait un bachelor à l'Institut suisse de Bienne, qui est une école fédérale. Donc vous avez des Tessinois et de la langue allemande, la langue italienne et la langue française est représentée par l'ensemble des étudiants. C'est 3 ans d'études où on apprend à écrire. Alors, c'était un institut qui a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans. Quand il a été créé, ça a fait toute une histoire parce que, autant pour les germanophones, c'était quelque chose d'assez normal. Hein, les germanophones comme les anglophones. Dans toutes les universités américaines et anglaises, vous avez un département, ils appellent ça de creative writing. Et la question, c'est pas d'apprendre à avoir du talent, c'est d'apprendre à travailler. Et en France et en Suisse romande, on pensait que c'était vraiment un crime de lèse-majesté que d'apprendre à écrire. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc, Elisa est sortie de cet institut. Elle a envoyé aux éditions Zoé, mais aussi à d'autres maisons françaises, Hiver à Sokcho, que j'ai eu la chance, c'est parfois des coïncidences, de lire vite. Et donc, du coup, j'ai tout de suite pris contact avec elle.
Et j'ai été plus rapide que d'autres qui étaient des maisons très intéressantes en France. Ouais, voilà, donc, et on a eu voilà, on a un rapport de confiance important. Elle est très jeune et elle a eu vraiment, c'était un joli succès avec ce premier roman et elle s'est débrouillée avec une maturité face à ce succès qui m'a complètement estomaquée. Et si vous connaissez bien ce qu'elle écrit, vous avez pu voir que autant dans Ivera Sokcho, dans Libye du Pachinko que dans Vladivostok Circus, vous retrouvez toujours cette même qualité d'écriture elliptique, silencieuse. Je vous parlais de la douceur et de la violence, de la question de la communication. Je pense que c'est quelqu'un qui ronge son os. Je pense que les grands auteurs écrivent toujours le même livre avec des angles un peu différents, des histoires différentes, mais on a toujours les mêmes obsessions que vous retrouvez de livre en livre. Et oui, la réponse est oui, Elisa du Sapin est en train d'écrire un nouveau texte. On a décidé d'un commun accord qu'on allait ralentir un tout petit peu le rythme parce qu'elle ne se contente pas d'écrire tous les 2 ans un nouveau roman, mais elle est traduite. Elle est beaucoup traduite et là, Ivera Sokcho vient d'être traduit en anglais, ça marche bien, elle est très très sollicitée et voilà, elle est dans un état de... Enfin, il faut pas qu'elle soit trop épuisée pour faire un bon prochain livre, donc ce sera plutôt pour la rentrée 2023 ou 22, oui 23, parce que elle a sorti Ivera Sokcho en 2016, ensuite en 2018 Libye du Pachinko, en 2020 Vladivostok Circus, et ça ne sera pas en 2022 mais en 2023. Et oui, en effet, il y a un réalisateur franco-japonais qui s'intéresse, un jeune réalisateur qui a reçu un prix à Cannes pour un moyen métrage qu'il a fait sur Fukushima, que j'ai vu, et j'étais, je pense aussi émerveillée quand j'ai vu ce moyen métrage que quand j'ai lu la première version d'Ivera Sokcho. Ils ont tous les deux une qualité commune dans l'ellipse et la douceur et l'espèce d'état de suspension qu'on peut trouver dans les livres, dans les romans d'Elisa. On le trouve aussi dans cette histoire de Fukushima qui est donc après la catastrophe nucléaire. Ils se sont rencontrés, ils s'entendent bien, mais c'est un peu prématuré, je trouve, d'en parler parce que, vous savez, quand on fait un film, on fait à peu près 14 versions et ensuite on doit trouver de l'argent. Et ce sera forcément une coproduction franco-suisse et peut-être même d'autres pays. C'est des très lourds dossiers, un gros processus assez long, mais je suis assez optimiste. Voilà. Et par contre, Le milieu de l'horizon de Roland Buty, il me semble, pour celui-ci, c'est déjà en très bonne voie puisqu'il sortira dans les salles. Le 20 octobre. Tout à fait. Donc, vous êtes vraiment très bien renseigné, bravo. Je prépare mes rencontres. Donc, Le milieu de l'horizon, ça c'est effectivement une jolie histoire. C'est un livre qui est écrit par Roland Buty, qui est un écrivain du canton de Vaud, de mon âge, qui raconte l'histoire d'un été caniculaire à la campagne en 1900, maintenant je ne sais plus, 74 ou 76, je ne sais plus, dans une ferme où tout se disloque, la nature se dessèche sans poussière, elle se défait, et la famille aussi, parce que la mère, qui est une femme très petite, très fluide, elle est dans un univers de géants, entre les vaches, son mari, le travail à faire, et elle est délicate et fluette, et elle rencontre la postière avec laquelle elle va avoir une histoire amoureuse, une relation amoureuse, sentimentale. Et elle va quitter la ferme. Et c'est la fin du monde, évidemment. Donc,
Voilà, c'est cette histoire-là que raconte le narrateur qui a 13 ans et qui, donc ses parents sont plus en mesure pendant quelques semaines de faire marcher la ferme et il doit prendre les choses en main lui, alors que c'est la canicule et que les pompiers tardent énormément à arriver avec l'eau pour un peu arroser les champs. Et cette histoire a été effectivement tournée au cinéma. C'est Laetitia Casta qui joue le rôle de la mère. Et moi, quand j'ai appris que ça allait être Laetitia Casta, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Je ne peux pas le croire. Et en fait, elle est magnifique. Moi, j'avais une fausse idée de Laetitia Casta. Je croyais que c'était une starlette bécasse, mais elle est extraordinaire, complètement crédible. Enfin, voilà. Si vous avez l'occasion d'aller voir Le milieu de l'horizon, donc ils ont gardé le même titre hein, que le roman. Est-ce que j'ai ça sur ma table? Non, je n'ai pas. Je trouve que c'est un film réussi. Roland aussi, c'est un auteur délicieux qui est l'inverse d'un emmerdeur. Donc il a dit, à partir du moment où nous donnons les droits cinéma, c'est plus mon histoire. C'est pas ils font ce qu'ils veulent. Et effectivement, le scénario a été tiré un petit peu du point de vue de la femme. Par rapport au livre qui est vraiment du côté de l'enfant qui raconte. Et la question de l'homosexualité et d'un certain féminisme est plus présente que dans le roman. Elle est aussi présente dans le roman, mais de manière, disons, en creux, je dirais. Est déjà validé. Aurélien, si tu as ta question et que la connexion marche, c'est à toi. Sinon, c'est à Isabelle. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, super. Alors, concernant Max Lob, parce que j'aime beaucoup les auteurs africains, personnellement, les autrices africaines, comment est-il arrivé au sein de votre catalogue et quel livre recommanderiez-vous pour le découvrir? Alors, Max Lob, c'est la même chose. Il a envoyé son manuscrit par la poste, comme Elisa. Et donc, c'est des histoires qui arrivent, hein. Même si… Voilà, ça arrive. Ce n'est pas que commercial, comme beaucoup d'éditeurs le disent. En effet, ça peut arriver par la poste. Ça peut arriver et simplement, évidemment, on frustre quand même beaucoup de monde. Hein. Sur 1000 manuscrits reçus dans l'année, il y en a un qui sera publié. Nous, on publie 25 livres par an. Enfin, on publie plutôt 18 nouveautés par an, parce que je compte les poches quand je dis 25. Chaque auteur, nous, on suit les auteurs. On a ce qu'on appelle une politique d'auteur. Donc, tous les auteurs, ils continuent d'écrire. Donc, si Elisa du Sapin entre au catalogue, elle va en écrire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et on le souhaite. Ce qui fait que tous ces auteurs-là prennent déjà beaucoup de place et pour pouvoir faire entrer un nouvel auteur au catalogue, il faut être très sûr de son coup parce qu'après, on s'engage. Enfin, il peut y avoir des accidents, hein, c'est sûr. Enfin bref, donc Max Lob envoie son manuscrit 39 rue de Berne. Là, j'étais vraiment toute neuve. Hein, c'était en 2012, je crois. Et j'ai été conquise par l'inventivité de sa langue et par son humour. Et là, dans 39 rue de Berne, la rue de Berne, c'est la rue des prostituées à Genève. Et il vit dans le quartier des Paquis, qui est le quartier de la rue de Berne, et il a une manière de raconter la ville. C'est souvent les gens, les étrangers, entre guillemets, qui voient évidemment mieux les choses que les autochtones. Voilà, avec une saveur, une drôlerie que j'ai trouvée absolument extraordinaire. On a passablement travaillé ensemble. Il a trouvé que j'étais très dure et raconte partout que je suis une personne horriblement sévère. C'est vrai, j'assume. Mais ça vaut le coup. Et alors, si je dois vous en recommander un, peut-être celui-ci, Confidence.
Ça, c'est un poche. Dans Confidence, il raconte l'histoire du Cameroun et surtout l'indépendance du Cameroun, qui est une histoire qu'on connaît assez mal parce qu'elle s'est passée en même temps que la guerre d'Algérie. Et tous les feux, tous les projecteurs étaient braqués sur la guerre d'Algérie et on a très peu raconté ce qui s'était passé au Cameroun, mais enfin voilà, il met en scène une vieille femme que lui, Max, va voir dans un village qui, elle, a vécu la période de l'indépendance et qui la lui raconte dans une langue très savoureuse. Elle boit tout en racontant à Max. Max, celui qui écoute l'histoire de la vieille femme, s'appelle Max et est effectivement, comme Max, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire il vit en Europe et il va régulièrement au Cameroun et il se sent un étranger au Cameroun, il se sent un étranger en Suisse. Hein, ça, c'est évidemment le drame de tous les exilés. Et elle le traite de blanc-bec et elle lui raconte son histoire tout en buvant un alcool très fort. Elle est de plus en plus ivre et de plus en plus drôle et de plus en plus tragique aussi, hein, puisque l'histoire est assez tragique et assez violente. Ça s'appelle Confidence. Mais vous pouvez lire aussi 39 rue de Berne, qui est l'histoire de l'arrivée d'une famille camerounaise en Suisse. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le deuxième, qui s'appelle Trinité Bantou. On va bientôt le passer en poche, parce qu'on a quasiment, il est presque épuisé en grand format. C'est l'histoire très, très inspirée de Max qui fait des études. Il a passé son bac au Cameroun. Il est arrivé en Suisse par le Tessin. Il est resté quelques années au Tessin. Il parle du coup très bien l'italien. Puis ensuite, il est venu à Lausanne, puis Genève. Il a fait des études universitaires en communication et il a cherché du boulot et il n'a pas trouvé de travail. Et il met en scène cette histoire, un noir qui cherche du travail en Suisse et qui touche le chômage et comment ça se passe comment ça se passe de chercher du travail, comment ça se passe les interviews, comment ça se passe les périodes au chômage ou quand on est noir ou blanc, c'est égal, mais disons que chercher du travail en tant que noir, on a beau dire, ça reste quelque chose de beaucoup plus difficile. Et il raconte ça, et comme je le disais, c'est ce pleurer-rire propre à Max Lob et à beaucoup d'écrivains africains francophones. C'est terrible et très, très drôle. La Trinité Bantou. Avant de passer la parole à Isabelle et Cédrine Thiel, on va faire une photo de groupe. On a l'habitude de faire une petite photo de groupe, donc voilà, préparez-vous. 3 secondes. 3, 2, 1. C'est parfait, du Vagamès, magnifique, et du Cognetti. Super. Isabelle, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous et merci Caroline pour cette passion qui nous anime tous, mais que vous transmettez très bien. Moi, je voulais alors revenir très vite fait sur Ouagamezé parce que j'ai découvert en fait cet auteur totalement par hasard puisqu'il faisait partie d'une des sélections du prix Sésame il y a quelques années. Et quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu que c'est une histoire d'Indien et de cow-boy, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, c'est pas du tout mon univers. Et en réalité, effectivement, c'est pas du tout ça. Et enfin, j'ai trouvé que voilà, c'était mon préféré de la sélection. Je ne sais plus qui avait gagné, parce que nous, on refait le prix dans notre village, mais je crois qu'il était arrivé en tête, parce que vraiment, c'est un livre incroyable qui totalement inédit. En fait, c'était quand même très nouveau à l'époque, donc bravo pour ça. Et je voulais revenir sur vos couvertures qui sont absolument magnifiques, et je voulais savoir qui était, si vous aviez un graphiste attitré, comment est-ce que vous les définissiez, qui s'occupait de ça chez vous? Alors oui, merci beaucoup d'abord. On a un graphiste, on a changé de graphiste il y a 2-3 ans, mais on l'a fait en douceur, donc ça ne s'est pas vu. Mais il n'est pas sous le même toit. C'est un indépendant à qui qu'on paye pour chaque couverture.
mais c'est nous qui amenons l'image. Donc, lui a défini la maquette. L'auteur est Vigne, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui, c'est ça, Julien Notaire. Et parfois, c'est Sébastien Vigne, mais nous, on travaille surtout avec Julien Notaire. Et c'est un graphisme il y a une assez bonne réputation en Suisse pour le graphisme, l'architecture, les arts graphiques en général, le design. C'est quelque chose qui est très développé. Il y a des excellentes écoles. Et Julien Notaire, c'est un des tout bons graphistes. C'est assez rigoureux, c'est assez dessiné il a le sens de l'espace. Donc voilà, il a fait ces 2 maquettes pour les poches et pour les grands formats. Et puis nous, on amène toujours l'image. Alors, ça peut être parfois l'auteur qui a une image en tête. Sinon, c'est nous, mon collaborateur, mon collègue Yannick Stiasny ou moi qui avons... Lui, c'est un as, il va sur Internet, il trouve tout. Moi, je ne suis pas très bonne pour trouver des choses sur Internet, mais je suis une personne assez visuelle, donc j'ai une espèce de banque d'images comme ça, que ce soit photo ou peinture ou dessin. Et puis après, il faut que tout le monde soit d'accord, à commencer par l'auteur, bien entendu. Et parfois, ça va tout seul, puis parfois, c'est épouvantablement compliqué. C'est très variable. Moi, j'adore l'idée que ça vienne aussi de vous. Je trouve ça très chouette. Ouais, c'est vrai que on connaît mieux le texte que le graphiste qui, lui, va pas lire. Mais parfois, ça m'arrive très souvent d'avoir des doutes. Je suis une personne qui doute tout le temps. Mais, donc, je lui raconte l'histoire, je lui donne 2 images, puis je lui demande son avis. Et qu'est-ce qui va être le plus juste, qu'est-ce qui va être quand même aussi le plus percutant, parce qu'une image une couverture, il faut qu'on la remarque parmi la centaine de livres qu'il y a sur une table de libraire. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être putassier. Enfin bref, donc c'est tout un équilibre. J'aime cette élégance que vous avez aussi dans le discours et en même temps, vous y allez franchement. Vous dites les choses. Ça, c'est plutôt rare. On est souvent d'un côté et pas forcément de l'autre, mais ça vous rend humaine et extrêmement engagée. Et personnellement, j'adore ça. Séverine Thiel, c'est à toi. Voilà, bonsoir. Alors, moi, j'avais juste un peu une question. Vous parliez justement de Elisa Chua du Sapin et de Max Lob, qui étaient des auteurs vous avez publié des premiers romans. Alors, moi, j'étais un peu curieuse de savoir comment ça se passait justement pour les premiers romans. Qu'est-ce qui vous fait décider que, OK, cet auteur, je ne l'ai jamais publié, je veux me lancer avec cet auteur, un peu, enfin, pas les critères, mais un peu la ligne de mire que vous avez. Et puis, après, vous disiez justement que vous aviez un suivi. Alors, comment fonctionne ce suivi justement avec les auteurs? Et pardonnez-moi, Caroline, je rajoute une sur-question, mais j'aimerais aussi savoir ça rejoint la question juste de Séverine Thiel, mais par quel prisme un texte peut vous séduire? Est-ce qu'il y a des angles particuliers qui vous séduisent plus que d'autres? Est-ce que ça touche plus à l'émotion? Est-ce que ça touche plus au style littéraire? Est-ce que c'est un tout? Est-ce qu'il faut que ce soit une surprise et que vous n'avez jamais vu ce style de texte et donc vous publiez cela? Mais par rapport à cela, comment vous situez-vous? Mais vous avez tout dit. Non, mais c'est exactement ça. Alors, comme la question, je réponds à la première question, puis ensuite j'essaie. Mais c'est la même question en fait. Oui, c'est clair que j'ai un goût et que j'ai appris à assumer mon goût. Mais cela dit, je ne demande qu'une chose, c'est de dévier, d'être tellement surprise et de manière tellement heureuse que je peux élargir mon goût ou bien dévier un peu de ce que j'ai l'habitude d'aimer. Donc la surprise joue un rôle, c'est évident. Et ce n'est pas si simple d'être surpris. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand on regarde les manuscrits qu'on reçoit par la poste, ils se ressemblent les uns les autres. C'est assez impressionnant. Que ce soit dans l'histoire, c'est surtout dans les histoires. On raconte tous, je ne veux vraiment pas me placer au-dessus,
moi, je trouve déjà rien que d'écrire un livre, enfin, d'envoyer une histoire de plus de 200 000 signes, c'est un exploit. C'est tellement difficile. On est tellement seul pendant l'écriture d'un texte aussi long. Donc, aucun mépris de ma part. Mais voilà, on raconte beaucoup, je reçois beaucoup d'histoires semblables et qui n'ont pas d'écriture. C'est-à-dire que je ne ressens pas de personnalité dans l'écriture. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas un travail esthétique. Donc, vous avez compris, c'est ça qui est pour moi très important. Une histoire banale, bien racontée, ça le fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'auteurs dont la spécialité est l'ordinaire, trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Le quotidien, la vie de tous les jours, eh ben, en fait, si on la regarde d'un peu près, c'est tout à fait extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller à Tombouctou ou de raconter un thriller pour avoir une vie extraordinaire. Donc voilà, il s'agit de lire quelque chose que je n'ai jamais lu. Par exemple, j'ai reçu, maintenant ça fait déjà 14 mois et ça sortira en février, une histoire qui s'inspire d'Homère qui se passe dans l'île des Cyclopes. Et c'est une jeune fille qui se travestit en jeune homme pour devenir soldat d'Ulysse. Ça, c'est inventé. C'est pas ni dans l'Iliade ni dans l'Odyssée. C'est inventé. Mais évidemment, les lieux ne sont pas inventés. Et puis, alors, elle se retrouve dans le cheval de Troie avec Ulysse. Les Grecs écrabouillent la ville, violent les Troyens, enfin se comportent comme des brutes. Et elle se rend compte en fait que ce qu'elle voulait faire, cette aventure qu'elle avait envie de vivre, qui lui semblait pouvoir être vécue seulement en homme, parce qu'il y avait la guerre, le vent, la camaraderie, c'est en fait une boucherie épouvantable. Donc, à la première occasion, c'est-à-dire au moment où ils sont dans l'île des Cyclopes et puis que la fameuse histoire avec Polyphème qui est rendue aveugle par Ulysse et les Grecs sortent sous les moutons du Cyclope, cette jeune fille fugue, laisse partir tout le monde et embarquer sur le bateau et elle va vivre un peu comme Robinson Crusoe sur cette île, puis petit à petit, elle va avoir une aventure avec les femmes cyclopes. Bon, alors là, ça contredit ce que je viens de vous dire, c'est parce que l'histoire est vraiment absolument incroyable. Avoir l'idée de transformer un homme en femme qui redevient femme parce qu'elle est dégoûtée de ce qu'elle a pu vivre en tant qu'homme et de lui faire jouer une sorte de rôle de Robinson Crusoe. Et cette histoire, elle est racontée, elle est écrite par un homme. L'auteur est un homme. Et c'est une histoire à la gloire des femmes. Et alors voilà, l'histoire m'a paru particulièrement originale, mais surtout c'est raconté avec une simplicité. Vous avez là, je crois que c'est la troisième fois que j'emploie ce terme, donc voilà, je vais vous parler d'un goût. Mon goût, c'est la simplicité. Et mais c'est difficile d'être simple. Je pense que c'est très très difficile d'être simple dans la vie, dans l'écriture, dans les rapports humains. Donc voilà, j'ai eu l'impression de lire quelque chose que j'avais jamais lu, à la fois au niveau de l'histoire et de la forme. Une écriture rêche, un peu brutale et extraordinairement poétique en même temps. Ça va sortir en février. C'est un auteur qui vient de Besançon, qui s'appelle Sébastien Ménestrier, dont je ne savais rien, mais une fois que je me suis décidée, j'ai été regarder sur Internet et il se trouve qu'il a publié un premier roman chez Gallimard. Il était d'ailleurs dans la sélection des premiers romans du Goncourt. Hein. Et puis il a écrit un deuxième roman chez Buchet-Chastel dans une collection qui s'est
arrêté. Et il y a beaucoup d'auteurs, c'est la collection Qui vivent de Buchet-Chastel. Ils m'envoient tous leurs manuscrits. Ils ont dit Père et Zoé, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des très bonnes choses. Je n'arrive pas à tout prendre, mais ça, j'ai pris. Alors, vous allez penser que je fais partie de la DGSE ou du Bureau des légendes, mais j'ai cru comprendre que vous organisiez des ateliers d'écriture dans certaines classes de Oui. Genève. C'est plutôt rare pour un éditeur d'organiser cela. En quoi ça consiste en réalité d'organiser ces ateliers-là? Voilà, peut-être d'abord, je peux expliquer pourquoi on fait ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément notre rôle. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la littérature romande est boudée à l'université, mais de moins en moins, et un peu dans les classes du secondaire, mais de moins en moins. Parce qu'on pense qu'il faut lire la grande littérature, c'est-à-dire la littérature française. Et moi, j'ai quelques obsessions, dont celle de faire lire les lycéens, les collégiens, la littérature qui se fait chez eux aujourd'hui. Et de faire rencontrer les auteurs à ces élèves. Et de démythifier la lecture et de la rendre vivante. Donc, il y a plusieurs moyens de faire ça. Et un des moyens, c'est du coup, pour ceux qui sont encore un peu réticents à lire les textes, c'est de faire rencontrer les auteurs, non pas en les lisant, mais en les faisant venir en classe. Ils viennent en classe et puis ils font des ateliers d'écriture, ils donnent des thèmes et puis les élèves écrivent. Et puis un écrivain, il passe son temps à chercher des idées, donc il a forcément beaucoup d'idées pour faire écrire des élèves. Et c'est très demandé. Et puis à partir de là, on a commencé à imaginer aussi des présentations. Donc mes collègues et moi, à tour de rôle, on va présenter notre métier. On a fait un petit film, vous pouvez regarder sur Internet, ça s'appelle Les coulisses des éditions Zoé ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et on présente ce film et on le commente, et c'est 45 minutes, et ça on fait avec des élèves qui peuvent avoir 12 ans, entre 12 ans et 18 ans. Et la plupart du temps, c'est génial parce qu'ils nous regardent avec des yeux écarquillés et voilà, ils s'intéressent. Alors ça, on fait aussi. Puis on a une petite exposition qui tourne pour raconter un peu ce que c'est que ce métier. Tout ça toujours dans l'idée de rendre plus proche la lecture, plus facile à aborder. J'ai l'impression que ça fait, pour certains, ça fait peur, le livre, l'édition, la lecture. Et l'idée, c'est de les familiariser et de leur donner envie. Et puis peu à peu, quand même, de lire nos livres, quoi. Ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'on a redynamisé la collection Poche. Désormais, on en sort à peu près 2 par mois. Et ouais, ça se passe très bien, je suis très contente. Et là, je trouve que les couvertures fonctionnent bien. Et effectivement, les classes commencent à acheter ça. Et je ne vous cache pas qu'économiquement, c'est précieux, évidemment, parce que vous en vendez tout de suite une vingtaine ou une trentaine, et c'est bien. Et vous ne regrettez pas justement le choix que font certains éditeurs d'offrir les droits, façon de parler, mais d'une autre maison d'édition, de vendre des droits dans une maison d'édition poche. Bon. Garder les auteurs au sein du catalogue, j'imagine que ça fait résonance en vous. Oui, mais pour tout vous dire, je suis un peu contradictoire. Je fais ça aussi. Par exemple, Elisa Chua du Sapin, elle est chez Folio. Et j'essaye de me donner des règles, ce que je fais, mais je n'arrête pas de les enfreindre. Mais disons, je pense que mon rôle, c'est de faire passer les frontières à mes auteurs. Et dans le cas d'Elisa, je pense que c'est plus intéressant qu'elle soit chez Folio, pour sa visibilité, aussi un peu pour celle de Zoé, mais disons surtout pour la sienne propre.
Et c'est aussi comme ça qu'on a un très bon rapport de confiance. C'est que je réfléchis en fonction de là où est le mieux. L'accessibilité peut-être du texte pour un plus grand public. Oui, oui. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de récupérer un peu les classiques, genre Robert Walser, Bouvier, qui était chez Point, par exemple. Et ça, on les récupère pour les passer, nous, en poche. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que les entre guillemets, jeunes, je les passe peut-être un peu plus volontiers en France pour leur donner un premier bon coup de visibilité. D'accord. Voilà. J'avais une question par rapport, on a reçu il y a déjà très longtemps les éditions La Baconnière également, mais comment a évolué cette littérature romande? Est-ce qu'elle a des axes spécifiques? Et je pense notamment peut-être, vous en parliez tout à l'heure, au voyage, à s'expatrier en dehors des frontières suisses. Est-ce qu'il y a des thématiques ou un style particulier roman? J'imagine que non, mais sait-on jamais, est-ce qu'il y a aussi une thématique sur l'introspection, sur le regard par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose de prégnant? Disons, oui et non. Dans les années 70, il y a un éditeur que j'admire beaucoup qui s'appelle Bertil Galland, qui avait autour de lui tous les grands, Chesset, Bouvier, enfin, je ne vais pas trop citer de noms parce que vous ne les connaissez pas forcément, mais enfin des auteurs importants. Et lui, il avait un assez bon sens de la communication et il a édicté le label littérature romande. Donc la littérature romande, c'était une littérature rigoureuse parce qu'il y avait une culture protestante. C'est une littérature proche de la nature parce qu'on a une nature très prégnante en Suisse romande, avec les montagnes, comme je vous disais, les lacs. Parce que Rousseau aussi, Rousseau est né à Genève, il est très important pour nous. L'œuvre de Rousseau est beaucoup lue. C'est aussi la littérature du doute et de l'introspection. Je ne sais pas si vous connaissez le journal d'Amiel, qui fait des centaines de milliers de pages. Il a écrit son journal toute sa vie et il passe son temps à se triturer le nombril sur des dizaines de milliers de pages. C'est aussi une littérature d'une certaine forme de liberté de la langue grâce à Ramu. C'est vrai que là, il est 8h20, ça fait 1h30 que je parle et je n'ai pas encore parlé de Ramu. C'est un vrai scandale. C'est vrai. Mais on vous pardonne parce que les autres étaient tout aussi passionnants. Mais Ramu, c'est le grand auteur suisse qui, enfin moi, si je l'aime tellement, c'est parce qu'il a malmené la langue. On lui a reproché, il était publié par Grasset, et on lui a reproché à un moment donné de faire exprès de mal écrire le français. Et c'est vrai qu'il a inventé une langue. On appelle ça, lui appelait ça la langue geste. C'est une langue qui cherchait à être au plus près de ses personnages et qui sonne de telle sorte que quand on entend le personnage parler, on le voit aussi et on le voit bouger. Et c'est des verbes qui peuvent être à l'infinitif, c'est des pronoms qui sont bizarres et c'est des tournures qui voilà, effectivement, qui maltraitent un peu le français, mais qui sont toujours tout à fait étudiées et qui ont toujours le but d'être expressives, très, très, très expressives. Donc voilà, c'est une manière de se libérer du joug du français académique qui est le seul à être juste. Alors qu'en France, c'est comme en Suisse romande. Enfin, vous avez des dialectes au nord, au sud. Enfin, il y a plusieurs. En fait, Ramu disait il y a autant de français que d'interlocuteurs de locuteurs de la langue française.
Et je pense que c'est bien d'aller le plus possible dans ce sens-là, en fait, de s'approprier le français le plus possible. Donc, je suis de nouveau en train de m'égarer. Pardon, on était en train de parler de la littérature romande, ses spécificités. Bon, et puis encore une dernière spécificité, ça peut être ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de nouveau, je pense que ce n'est pas propre à la Suisse romande, mais le fait de ne pas être à Paris, il y a une forme d'indépendance et une forme de liberté qui peut être intéressante. Maintenant, voilà, je pense que c'est aussi des gens qui doutent peut-être plus, qui sont moins affirmatifs, qui sont plus timides, qui sont plus observateurs qu'acteurs, qui sont moins à inventer des grosses fictions avec beaucoup d'action. Mais voilà, je pense que ça, c'était vrai dans les années 70, 80, 90, mais aujourd'hui, comme je vous le disais, cette nouvelle génération, elle a beaucoup plus confiance en elle, et vous avez plus de fiction que de récit. Avant, on était beaucoup plus dans le récit. Oui, il y a peut-être une chose qui est spécifique, c'est le fait que les Suisses n'ont pas vécu la guerre. En tout cas, ils l'ont vécu dans un second temps. C'est clair qu'ils avaient aussi des coupons, enfin, ils n'avaient pas une vie normale, mais enfin, ils n'ont pas été confrontés à la guerre. Les hommes ne sont pas partis sur le front, il n'y a pas eu de mort de manière directe, indirecte peut-être. Donc, on n'a pas d'histoire à raconter sur la guerre. Il n'y a pas des sujets comme ça héroïques. Et du coup, une forme d'intériorité, la seule manière de s'en sortir, c'est qu'il faut se débrouiller avec son intériorité. Voilà, ça c'est peut-être encore vrai, quoique maintenant, voilà, pour tous les Français qui sont nés après 45, il se passe la même chose que pour les Suisses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des histoires de famille. Voilà. Les écrivains sont donc un petit peu légèrement façonnés par leur histoire, en tout cas qu'elle soit personnelle ou nationale. Moi, je pense quand même que même si c'est de plus en plus difficile de dire, voilà, ça c'est la littérature hispano-américaine, ça c'est la littérature asiatique, ça c'est la littérature des pays du Nord, etc. Il n'empêche, on est né là où on est né, on a grandi dans un certain paysage et dans une certaine culture. Tout ne se mélange pas encore complètement, et en tout cas pour la culture, tant mieux, quoi. Avant de parler de 3 livres que j'apprécie particulièrement, on parlera tout à l'heure peut-être de Michel Laillaze pour les vies de Chevrolet, puisque c'est un ouvrage qui vient de sortir également. Mais Sandra a une question. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Vous dites à plusieurs reprises que le fait d'être loin de la capitale, comme vous dites, ça crée une certaine liberté dans vos choix et aussi pour vos auteurs. Est-ce que malgré tout, parfois, vous ne le considérez pas non plus comme un handicap ou vous ne le prenez pas comme une certaine frustration et si c'est le cas, mais ça peut ne pas être le cas, comment vous palliez justement éventuellement cette distance qui vous pousse à être peut-être plus inventive, je l'entends, hein, je comprends. Mais voilà, est-ce que finalement, de temps en temps, quand même, vous ne voudriez pas un certain rapprochement qui n'est pas possible, puisque géographiquement impossible? Merci pour votre question. C'est clair que à chaque rentrée littéraire, je me dis on doit ouvrir un bureau à Paris, c'est pas possible. Je le fais pas parce que ma vie privée est ici, à Genève, mais c'est vrai que, bon, comme je disais tout à l'heure, je vais en tout cas une fois par mois à Paris et j'y reste 3 jours. Et puis par ailleurs, j'ai des complices qui sont à Paris, c'est-à-dire j'ai une relation libraire, Virginie Mijotte, qui connaît tous les libraires indépendants et toutes les librairies indépendantes et tous les libraires qui y travaillent et qui sait faire des mariages entre les livres et les libraires.
Donc, elle m'a beaucoup aidée à faire entrer le catalogue Zoé chez les libraires. Vraiment, c'est une collaboratrice hyper précieuse. Et puis, j'ai 2 attachés de presse qui travaillent de manière indépendante, mais auxquels je donne tel livre ou tel autre, en fonction un petit peu des personnalités et des livres. Donc, et puis, j'ai aussi des agents qui s'occupent de vendre des droits à l'étranger. Donc, si Ivera Soksho est traduit en 15 langues, c'est grâce à Pierre Astier et Laure Pécher qui prospectent dans le monde entier pour vendre ses droits. Donc, si vous voulez, si on n'est physiquement pas à Paris, et c'est vrai qu'on devrait, parfois je me dis qu'on devrait l'être quand même plus souvent que ce que je fais, mais je vais aussi en France ailleurs, hein, donc c'est compliqué d'être... Enfin, voilà, on ne peut pas se dédoubler. Qu'est-ce que je disais? Que oui, si je suis le plus possible à Paris, mais pas assez. Et en revanche, j'ai des collaborateurs qui ne sont pas salariés Zoé, mais qui ont des mandats et qui sont extrêmement précieux. Et puis, heureusement, le mail existe. Hein, donc, j'ai beaucoup de contacts avec les journalistes et les libraires, mais plutôt les journalistes par mail aussi. Anne, c'est à toi. Oui, bonsoir. J'ai une question. Alors, je comprends l'évidence pas du rapprochement, mais du fait que vos livres soient lus. D'ailleurs, j'ai 2 livres, moi. J'ai été surprise de voir qu'ils étaient imprimés en France. Vous n'imprimez jamais en Suisse? Ça, c'est ma première question. Et également une question, est-ce que vous vous donnez comme objectif de traduire les livres dans les 2 autres langues suisses? Est-ce qu'il y a une diffusion suisse qui est possible? Ou est-ce que finalement, à chaque langue et à chaque partie de la Suisse, sa propre littérature, ses propres maisons d'édition? Oui, je commence par cette question-là. Absolument, c'est complètement séparé. Les livres en allemand existent en Autriche, en Allemagne et en Suisse allemande. Les livres en français existent en Belgique, en Suisse romande et en France. Parce que vous n'aurez que faire d'un livre publié chez Zoé en allemand. Et comme moi, j'ai déjà de la peine à être à la fois en Belgique, en France et en Suisse, vous imaginez si je dois encore être en Suisse allemande, en Autriche et en Allemagne. Non, si vous voulez, là, la frontière, elle est linguistique, elle n'est pas nationale du tout. Par ailleurs, c'est une grosse question à chaque votation. Vous savez qu'on vote tout le temps hein, sur le prix du lait comme sur des grandes choses en Suisse. Eh bien, il y a une différence entre les Suisses allemands et les Suisses romandes toujours. Bon, mais ça, c'est une autre question. Et effectivement, j'imprime nos livres en France et en Italie. Parce que figurez-vous que si j'imprime mes livres en Suisse, je paye 3 fois plus cher. Voilà, c'est simple. Le coût de la vie en Suisse est délirant et tout est très très cher. Et les éditeurs ne sont pas des gens très riches, donc voilà, on a des solutions comme celle-là. C'est implacable. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de 3 livres qui sont sortis mi-août et début septembre. Lévi de Chevrolet, parce que il est passionnant. Donc de Michel Laya, Laya ou Layaz. Nous, on ne prononce pas le Z, mais vous pouvez le prononcer. Oui, La patience du serpent d'Anne Brécard et Je vais ainsi de Wang Jung-geun, du coréen, puisque vous y êtes, il me semble, habitué, avec une double traduction, comme toujours, du coréen avec un coréen et un français. Pour le coup, j'aimerais bien qu'on parle de ces 3 livres qui sont sortis à la rentrée. Ok, merci. Alors, Je vais ainsi, c'est une traduction que nous avons reçue toute faite par la poste, probablement parce que les traducteurs, c'est un couple, elle est coréenne, il est français, elle est enseignante à Didalco, avait probablement repéré Elisa, mais c'est vrai que
c'est pas encore une habitude, mais c'est un début d'habitude. Moi, la littérature asiatique, c'est vraiment par Elisa du Sapin que je l'ai approchée. Elle m'a fait lire beaucoup d'auteurs et plus je lis, plus voilà, j'aime et je m'en rapproche. Je vais ainsi, c'est un roman choral avec 3 enfants qui ont grandi un peu ensemble et tous les 3 d'une manière très particulière. Ce sont 2 sœurs et un petit garçon qui vivaient dans la même maison, une maison très spéciale parce c'est une espèce de sous-sol séparé en long par une paroi. Et avec une logique un peu circulaire, puisque la salle de bain et la cuisine étaient partagées aux 2 extrémités. Et l'autre chose en commun qu'avaient ces 2 sœurs et ce petit garçon, c'est que les 2 familles avaient perdu le père. Le père est mort dans chacune de ces 2 familles. Et du coup, il y a des rituels qui se sont inventés pour faire exister ce père disparu, chaque fois de manière très spéciale. Et la 3e chose qui rapproche ces enfants, c'est la cuisine. Mais je crois que c'est le cas pour toute la littérature coréenne. La cuisine est omniprésente. La cuisine est omniprésente, elle symbolise, je ne crois pas que je suis capable de vous expliquer ce qu'elle symbolise, mais il y a un rapport avec le corps que j'aime énormément. Peut-être que c'est mon passé avec la danse contemporaine, où il me semble que le corps, la manière de manger, la manière de bouger, dit beaucoup de qui on est. Comment on mange, comment on se déplace, comment le corps est dans l'espace, eh bien, c'est toujours très précis et très présent dans la littérature asiatique. Donc, ce sont ces 3 personnages qui se souviennent de leur enfance, ils sont au début de leur âge adulte, et ils ont chacun une manière très différente de percevoir la même réalité qu'ils ont pu vivre enfant, puis aujourd'hui en tant qu'adultes. Donc, ce n'est pas ces livres où on a la même situation vue par 3 personnages différents, parce que quand même, la situation évolue. Donc, l'histoire avance à mesure qu'on donne la parole à chacun des 3 personnages. Mais il y a 3 parties dans le livre, et chacune des parties est prise en main par un des 3 personnages. C'est une langue, là aussi, pas mal de dialogues, assez brusque. Moi, ça m'a fait penser à Elisa. C'est pour ça que ça m'a plu, cette espèce de manière très cash de dire les choses. On ne fait pas trop de salam-alek. On dit, on appelle un chat, et quand ça ne va pas, soit on se comporte extrêmement mal, soit on le dit avec à la fois beaucoup d'honnêteté, mais aussi un peu de violence. Et voilà, les thématiques, c'est la mort, c'est la nourriture, c'est la naissance aussi, parce qu'une des 3, celle qui a le plus de quant à soi et qui est la plus expressive et la plus audacieuse, est enceinte. Et elle est complètement offusquée de la manière que son amoureux a de se comporter dans sa famille. Elle trouve que la mère se fait piétiner par les hommes de la famille, et elle décide que finalement, elle préfère avoir seule son enfant. Alors que sa sœur, qui est beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus prudente et craintive, est totalement affolée par la décision de cette femme qui est enceinte. Et puis le 3e, le garçon, il a un secret qui va finir par être dévoilé, dont je ne vais pas vous parler parce qu'il s'agit de ne pas spoiler le livre, de ne pas... Les Québécois disent, je ne sais pas si l'un d'entre vous sait le terme absolument joli pour ne pas raconter l'histoire. Divulgacher. Divulgacher, voilà. Le nouveau mot préféré de François Bunel. Oui. Les vies de Chevrolet. Alors, Michel Laya, c'est un auteur
Zoé depuis de nombreuses années, qui a une écriture extrêmement fluide, aisée, rapide, joueuse. Et là, dans ce livre, il raconte l'histoire très romanesque de Louis Chevrolet, parce que derrière la marque de la voiture Chevrolet se cache un homme qui pourtant n'a jamais touché 1 centime de ces voitures vendues à son nom. C'était un Suisse qui vivait dans la ville de La Chaux-de-Fonds. C'est une ville qui est à 1000 mètres d'altitude dans le Jura. Famille très nombreuse, pauvre, d'horlogers, et qui, n'arrivant pas à joindre les 2 bouts, va s'installer à Beaune, en Bourgogne. Et là, Louis quitte l'école assez tôt parce qu'il découvre une compétence très, très aisée avec le vélo. Il travaille pour un réparateur de vélo, et comme la famille est pauvre, dès qu'il y a un petit salaire qui peut venir, on le prend. Donc, il arrête l'école, il se fait repérer, il voit un moteur, il comprend comment ça marche. Il part à Suresnes, en banlieue parisienne, pour travailler dans les usines d'Arak. Il s'ennuie, il veut plus, il veut surtout la voiture. Il a été fasciné par une voiture qu'un Américain conduisait un jour à Beaune. Et cet Américain lui a chuchoté dans l'oreille qu'il fallait qu'il vienne vivre aux États-Unis. Et effectivement, il va d'abord au Canada et ensuite à New York, et il travaille chauffeur pour Fiat d'abord, enfin des voitures italiennes. Et c'est vraiment quelqu'un qui, sans avoir fait d'études, il voit un moteur, il sait dessiner un moteur, il sait construire un moteur et il sait conduire. Donc il devient à la fois ingénieur et pilote. Et c'est le début, donc là je vous parle de 1910-1912, c'est le début, on est juste après la révolution industrielle. Donc, c'est une période d'effervescence assez extraordinaire où on est au début de beaucoup de choses, et notamment au début de la voiture et au début des circuits automobiles de course. Et il y a des descriptions de courses absolument invraisemblables où on les fait courir sur du sable, sur des briques, on essaye toutes sortes de revêtements, il y a des accidents, il y a des morts sans arrêt. Ces espèces de machinistes qu'on voit aujourd'hui au bord des circuits, qui viennent, dès qu'il y a un accident, qui courent pour aider, en 1910, ils sont à la place du mort dans la voiture. Et régulièrement, ils giclent parce que la voiture n'a pas su prendre le virage, et puis ils meurent. Et voilà, ce Chevrolet, il n'a pas du tout le sens des affaires. Il crée une société qui s'appelle Chevrolet avec le futur patron de General Motors. Ça péclote un peu, ça ne l'intéresse plus, il a envie de faire autre chose. Il vend son nom pour $1. Et puis ensuite, on connaît l'histoire, quoi. Ça devient une marque de renom et très, très populaire. Et lui va finir sa vie pauvre et seul, et comme voilà, beaucoup de ces grands hommes comme ça. Ça ressemble un petit peu à l'histoire de Louis Souter, Louis Souter dans L'Or de Glessandra. Glessandra est un des auteurs fétiches de Michel Laya. Et il raconte ce livre très vite, quoi. Il a beaucoup d'élan, il est vraiment, les phrases fusent, et il a pris le rythme de l'histoire qu'il raconte. Vos livres sont souvent d'ailleurs très, très courts. La plupart du temps, on est rarement au-delà de 250-300 pages. C'est extrêmement rare. C'est une volonté vraiment d'avoir des textes également. Pas du tout. Pas du tout, c'est vrai. Ça me désespère, mais je rêve de pouvoir publier un gros livre de 400 ou 500 pages, mais ça ne vient pas, quoi. Mais bon, là, j'ai un auteur qui est en train de travailler sur un énorme livre. Non, pas énorme, mais c'est vrai que quand on aime les ellipses, le silence, la simplicité, on n'est pas forcément dans les gros livres, je reconnais. Voilà. Et puis La patience du serpent,
Donc, effectivement, il y a 4 nouveautés. Il y a eu Reconnaissance de Catherine Safonov, dont je vous ai parlé au tout début, Lévi de Chevrolet de Michel Laya, Je vais ainsi de cette auteure coréenne. Et puis, le 4e, c'est La patience du serpent de Anne Brécard, qui raconte une histoire qui se passe au Mexique. C'est une famille, ça pourrait être une famille française, là c'est une famille suisse, peu importe, de jeunes parents, trentenaires, qui ont 2 petits garçons très très jeunes, 1 et 2 ans, et qui décident, comme un certain nombre de trentenaires aujourd'hui, de ne pas s'installer, de ne pas vivre la même vie que celle qu'ont vécu les parents, de ne pas se fixer quelque part et de ne pas avoir un métier qui va être le même pendant toute sa vie. Ils achètent une camionnette, ils font du surf et ils cherchent des spots. Et je sais que c'est vraiment un trend aujourd'hui. Et le roman commence au moment où ils vont s'installer dans un petit village au bord du Pacifique au Mexique, avec l'intention d'un tout petit peu baisser la cadence et de s'installer en au moins quelques mois. Et on les voit, ces 2 parents, d'une part dans la vie très quotidienne d'une famille avec des tout petits enfants. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des petits enfants, s'en occuper, les endormir, les nourrir, les laver, les occuper, essayer d'avoir quand même un peu de temps pour soi, se disputer pour savoir qui a plus bossé que l'autre entre le papa et la maman. Enfin, voilà, ça peut rappeler des souvenirs aux vieux parents que certains d'entre nous sommes. Et donc voilà, à la fois une vie très quotidienne, ordinaire, qu'elle décrit très joliment, je trouve, très réalistement et précisément. Et puis d'autre part, la chef de famille qui est un petit peu la leader de ce projet de liberté, c'est un projet de liberté, se bat contre des voix qui lui disent ma vieille, c'est pas ça, quoi. C'est trop dur la liberté, il faut tous les jours inventer sa journée, c'est épuisant, il n'y a pas de rail, il n'y a pas de structure. Et cette femme va se faire happer, enfin, elle puissamment fascinée par 2 frères, un frère et une sœur qui sont là depuis 3 ou 4 générations, un peu étranges. Et on va entrer dans une sorte de 2e dimension où la magie a son rôle, où les huttes de sudation, les champignons, tout ça commence à un peu la titiller, la fasciner. Elle a un caractère très pragmatique, c'est une femme organisée, c'est une femme structurée, volontaire, et puis elle dévie. Et c'est très, très bien fait, je trouve, cette espèce de vie parallèle qui, peu à peu, devient assez importante. Et comment elle se raccroche quand même toujours, elle arrive toujours à quand même raccrocher à ses enfants et à son mari. Voilà. Quel programme! Vous nous avez donné l'eau à la bouche encore ce soir, c'était fascinant. Il est temps de vous remercier, Caroline Couteau. Merci infiniment pour cette rencontre parce que je vous découvre derrière, en tout cas je ne découvre pas les livres Zoé, mais je découvre l'éditrice et c'était un pur bonheur de vous rencontrer et j'espère qu'on aura l'occasion d'organiser d'autres rencontres avec des auteurs parce que je trouve véritablement que vous êtes l'ADN de ces rencontres-là. Laissez la parole aux éditeurs de petite et moyenne taille pour faire découvrir à d'autres ce que vous produisez et vous le faites avec brio. Alors vraiment, merci de votre passion et de votre engouement pour le catalogue que vous défendez. Bon, merci à vous, Anthony. Vous avez vraiment mené Je n'aurais pas pu parler autant sans vous. Vous m'avez relancé, enfin vous tous. Je suis honorée et je vous remercie. Pour moi, c'est évidemment très précieux, ce genre d'occasion. Parler un peu plus longuement des livres et du catalogue et du travail, c'est un plaisir. Même par Zoom, on sent l'écoute, donc c'est joli, vraiment, merci.
Plaisir partagé et vous revenez quand vous le voulez. Voilà, c'est dit. Merci infiniment à tous À et bientôt. bonne soirée. Merci Au revoir beaucoup. tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.